Cette histoire contient des éléments troublants et bouleversants. Veuillez poursuivre avec précaution. Je crois qu'il est tombé du canapé, dit-elle, mais rien dans les blessures du nourrisson ne correspondait à cette version. Les ecchymoses, les fractures du crâne, les hémorragies internes, tout racontait une autre vérité, une vérité plus sombre. En surface, c'était une histoire pleine d'espoir. Une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant avait enfin la chance d'adopter. Un bébé à qui on offrait une seconde chance. Une famille enfin réunie. Mais derrière les portes closes d'une maison à Barrow-in-Furness, en Angleterre, ce qui s'est déroulé relevait du cauchemar. Un cauchemar que personne n'aurait pu prévoir. Ou peut-être que le système aurait dû. La femme qui s'était battue si fort pour adopter un enfant a fini par lui ôter la vie. Un bébé nommé Leyland James Corkill, âgé de seulement 13 mois, dont les cris de détresse ont été réduits au silence pour toujours, le 6 janvier 2021. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui a brisé une communauté, mis en lumière les failles d'un système et laissé une mère biologique en deuil de l'enfant qu'elle n'a jamais eu la chance d'élever. Une histoire qui avait commencé dans l'espoir et qui s'est terminée dans l'horreur. Commençons par ce petit garçon, dont le nom mérite d'être gravé dans les mémoires. Leyland James Corkill est né le 21 décembre 2019, à Cumbria, en Angleterre, un bébé d'hiver arrivé à quelques jours de Noël. Dès le début, ceux qui l'ont rencontré ont parlé de sa lumière, de sa douceur et de son sourire contagieux. Ses yeux, grands et brillants, débordèrent de curiosité et de chaleur. C'était le genre d'enfant qui vous faisait vous arrêter, qui vous captait par la tendresse de son regard et l'énergie innocente qu'il apportait partout où il allait. Il n'a pas eu beaucoup de temps sur cette terre, à peine 1 an et quelques jours précieux, mais dans ce court laps de temps, Leyland a touché plus de vie que bien des gens en toute une existence. C'était un petit garçon joyeux, prompt à rire, avide d'être pris dans les bras. Charlotte Day, la première femme à s'être occupée de lui durant sa petite enfance, se souvenait de lui comme un bébé enjoué, réactif, toujours souriant. Même après une opération liée à un problème digestif, il s'était rétabli rapidement. Il prenait du poids, apprenait à s'asseoir, atteignait ses étapes de développement avec une détermination discrète qui rendait fiers tous ceux qui l'entouraient. Il existe des photos, des dizaines, prises pendant les visites surveillées avec sa mère biologique, Laura Corkill. Sur ces clichés, on voit Leyland sourire dans ses bras. Ses petites mains cherchent le visage de sa mère et elle lui rend ce sourire, rayonnante, perdue dans la douceur de l'instant. 4 fois par semaine, pendant 1h30, Laura chérissait chaque seconde. Une photo en particulier reste gravée. Leyland, dans un pyjama bleu clair, les joues roses, reposant paisiblement contre l'épaule de sa mère. Ce sera la dernière photo jamais prise d'eux ensemble. Leyland n'a jamais appris à marcher. Il n'a jamais prononcé « maman », mais il a vécu. Il a souri, il a été aimé et il méritait tellement plus. Pour comprendre comment Leyland James Corkill a fini dans la maison des Castle, il faut revenir en arrière, à 2 femmes très différentes, mais portant le même prénom, Laura. La première s'appelait Laura Corkill, la mère biologique de Leyland. Sa vie avait été marquée par la violence et les épreuves. Des années avant la naissance de son fils, elle avait subi une relation toxique et abusive. Quand elle trouva enfin le courage de demander de l'aide aux services sociaux pour faire sortir son compagnon violent du foyer, leur réponse ne fut pas de la protéger, mais de lui retirer ses enfants. Cette décision la brisa. Son monde s'effondra. Mais lorsqu'elle découvrit qu'elle était enceinte de Leyland, Laura y vit une chance de rédemption, une possibilité de devenir la mère qu'on ne lui avait jamais permis d'être. Elle décora elle-même la chambre du bébé, choisit son prénom bien avant sa naissance et rejoignit des groupes de soutien pour femmes victimes de violences conjugales. À 22 semaines de grossesse, elle rencontra sa première assistante sociale qui la rassura. Rien n'indiquait qu'on lui retirerait son enfant.
Mais cet espoir fut de courte durée. À peine 48 heures après la naissance de Leyland, une travailleuse sociale se tint près de son berceau et l'emmena. La seconde femme s'appelait Laura Castle, résidant à Barrow-in-Furness avec son mari, Scott. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Le poids de l'infertilité l'écrasait et l'adoption devint leur seul chemin vers la parentalité. Le couple passa toutes les étapes: entretien, inspection à domicile, évaluation psychologique. Sur le papier, ils étaient des candidats idéaux. En août 2020, Leyland fut placé chez eux en vue d'une adoption. Les services sociaux restaient encore en supervision, la garde définitive n'étant pas encore accordée. Ce n'était censé être qu'une période d'essai. Mais dès les premiers mois, quelque chose clochait. Laura Castle admit, parfois dans des messages privés, parfois directement aux assistants sociaux, qu'elle ne ressentait aucun lien affectif avec le bébé. Ses pleurs constants l'exaspéraient, elle le traitait de tous les noms. Gros, paresseux, enfant du diable. Elle criait, le secouait et tentait de le discipliner de la seule manière qu'elle connaissait, par la violence. Pourtant, malgré tous ces signaux d'alerte, le système continua son cours. Les Castle furent autorisés à garder Leyland, tandis que la femme qui l'avait mis au monde, qui le serrait dans ses bras lors des visites surveillées et qui l'aimait d'un amour farouche, était priée de tourner la page. À Noël 2020, les Castle rencontraient encore des difficultés, mais personne n'est intervenu. Et le 6 janvier 2021, l'enfant qu'ils étaient censés protéger allait pousser son dernier souffle. Il était un peu plus de 6 heures du matin, le 6 janvier 2021. Scott Castle venait de rentrer d'un service de nuit et était allé directement se coucher. 2 heures plus tard, il fut brutalement réveillé par sa femme, Laura, debout dans l'embrasure de la porte, la voix tremblante de panique. Le bébé est tombé du canapé. Au rez-de-chaussée, Leyland, âgé de 13 mois, gisait inconscient. Sa respiration était faible. Son corps inerte. Aucun mouvement, aucun signe de vie. Le premier réflexe de Laura ne fut pas d'appeler une ambulance. Elle tenta de lui prodiguer les premiers secours, puis attendit. Ce n'est qu'à 8h30, plus de 2 heures plus tard, qu'elle appela enfin le 999 pour signaler qu'un enfant était en état critique. Leyland fut transporté en urgence à l'hôpital pour enfants Alder Hey de Liverpool, où les médecins découvrirent des blessures étendues et dévastatrices. Œdème et hémorragie cérébrale, traumatisme spinal, ecchymose sur tout le corps. L'équipe médicale fit tout ce qu'elle put, mais dès le lendemain, Leyland s'était éteint à peine quelques semaines après avoir fêté son premier anniversaire. L'explication initiale de Laura Castle, selon laquelle Leyland serait tombé du canapé, s'effondra rapidement. Les blessures étaient assez bien trop graves. Les médecins comparèrent la violence du traumatisme à celle d'un accident de voiture à grande vitesse ou d'un violent secouement contre une surface dure. Les examens révélèrent également des signes de maltraitance répétés, des bleus au visage et aux oreilles, des lésions autour de la bouche dues à un allaitement au biberon trop brutal, ainsi que des traumatismes internes incompatibles avec une simple chute. Interrogée, Laura finit par avouer. Elle avait secoué Leyland avec violence pour faire taire ses pleurs. Sa tête avait heurté la coudoir du canapé, accidentellement, affirma-t-elle. Elle dit avoir perdu le contrôle, qu'elle était fatiguée, dépassée, qu'elle ne voulait pas lui faire de mal. Mais les preuves racontaient une toute autre histoire. Les messages retrouvés sur son téléphone révélaient un schéma inquiétant. Elle se plaignait de Leyland depuis des mois, le décrivant comme insupportable, impossible à aimer. Elle admettait lui avoir donné des claques, l'avoir tiré brutalement, avoir souhaité qu'il se taise une bonne fois pour toutes. Scott Castle, bien qu'il ne fût pas directement impliqué dans le geste fatal, porta la responsabilité de son silence. Il avait lu ses messages. Il avait répondu aux plaintes de sa femme par des blagues morbides
allant jusqu'à écrire « Donne-lui une bonne grosse claque », suivi d'un emoji qui rit. Mais il n'avait jamais agi, jamais intervenu. Et quand cela comptait le plus, il n'était pas là. Quand la vérité éclata, il était déjà trop tard, dès l'arrivée des secours. Des soupçons ont entouré la version des faits donnée par Laura Castle. Les blessures ne concordaient tout simplement pas. Une simple chute du canapé ne pouvait pas expliquer un tel niveau de traumatisme. Un traumatisme que des spécialistes allaient plus tard comparer à celui observé dans les cas de syndrome du bébé secoué ou de coups violents portés à la tête. L'autopsie a confirmé ce que les médecins redoutaient déjà. Leyland James avait subi un important œdème cérébral, des hémorragies, des lésions à la moelle épinière et des blessures internes. Plusieurs ecchymoses ont été relevées, certaines récentes, d'autres plus anciennes. Preuve claire de violences répétées. Les enquêteurs ont rapidement mis au jour les traces numériques du couple. Les échanges de textos entre Laura et Scott révélaient une réalité glaçante. Laura décrivait le bébé avec des mots qu'aucun enfant ne devrait jamais entendre. Elle admettait l'avoir giflé, secoué et exprimait ouvertement sa frustration face à ses pleurs incessants. Bien que Scott n'ait pas été présent physiquement lors du drame final, il était parfaitement au courant des accès de colère de sa femme. En réponse, il se contentait de paroles vides, parfois même d'encouragements dangereux. Les violences n'étaient un secret pour aucun des deux. Lors des interrogatoires officiels, Laura Castle a d'abord maintenu sa version. Leyland était simplement tombé. Mais sous la pression croissante des preuves, elle a changé son récit, admettant finalement l'avoir secoué, que sa tête avait heurté le canapé et qu'elle avait paniqué. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais voulu le tuer. Elle a été inculpée pour homicide involontaire et maltraitance infantile. Scott Castle, bien qu'il ne fût pas poursuivi, a fait l'objet d'une enquête pour sa responsabilité dans la perpétuation des violences. Son inaction a suscité l'indignation du public. Le procès s'est ouvert en 2022. Des experts médico-légaux ont expliqué la force nécessaire pour provoquer de telles blessures. L'un d'eux a affirmé que les traumatismes ne pouvaient résulter que d'un mélange de secousses violentes et de chocs contre une surface dure. L'accident était exclu. La mère biologique de Leyland, Laura Corkill, a témoigné en larmes. Elle a parlé du sourire de son fils, de leur visite supervisée si précieuse et de la promesse qu'on lui avait faite, qu'il serait en sécurité. Elle a qualifié la meurtrière de « monstre » et a condamné un système de protection de l'enfance qui, au lieu de protéger, avait livré son bébé au danger. Le 25 mai 2022, Laura Castle a été reconnue coupable d'homicide involontaire et de maltraitance sur enfant. Le juge l'a condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité avec une possibilité de libération conditionnelle après 18 ans. Scott Castle n'a pas été inculpé, mais il a quitté le tribunal couvert de honte. Il avait vu les signaux d'alerte et choisi de ne rien faire. La réaction du public à la mort de Leyland James Corkill fut immédiate, massive et déchirante, teintée de chagrin et de colère. Partout au Royaume-Uni, parents, travailleurs sociaux et défenseurs de l'enfance ont exprimé leur horreur face aux détails révélés lors du procès. Qu'un bébé ait pu être placé dans un foyer où l'on avait déjà relevé des signes de détachement affectif, de maltraitance physique et de danger évident a soulevé une question unique et obsédante. Comment cela a-t-il pu arriver? Les services sociaux se sont retrouvés sous le feu des projecteurs. Le conseil du comté de Cumbria, chargé de superviser le placement de Leyland, a été soumis à un examen minutieux. Des enquêtes internes ont révélé que Laura Castle avait déjà admis avoir des difficultés à créer un lien avec l'enfant. Des travailleurs sociaux avaient tiré la sonnette d'alarme. Il y avait eu des signaux, clairs, incontestables. Pourtant, le processus d'adoption avait continué. Personne n'avait agi à temps. Personne ne l'avait retiré de ce foyer. Martin Burch, directeur des services Enfance et Famille au sein du Conseil de Cumberland, a reconnu publiquement.
Des erreurs ont été commises, des leçons ont été tirées. Mais pour beaucoup, ces mots arrivaient bien trop tard. Une vie avait déjà été perdue. Laura Corkill, la mère biologique de Leyland, s'est exprimée dans les médias et au tribunal, réclamant justice et responsabilité. On lui avait répété que son bébé serait en sécurité, que l'adoption était dans son intérêt. Elle vit désormais avec l'ironie cruelle que celle qu'on avait jugée inapte aurait pu être sa seule vraie protectrice. « S'il avait été autorisé à rentrer chez moi, a-t-elle déclaré, il serait encore en vie. » Le chagrin s'est étendu à ceux qui avaient un jour pris soin de Leyland. Charlotte Day, la famille d'accueil qu'il avait choyée durant ses premiers mois, a exprimé sa douleur. Elle a reconnu que cette tragédie avait ébranlé sa confiance dans le système qu'elle avait toujours servi. « C'était un bébé adorable », a-t-elle dit, la voix brisée par l'émotion. Tout ce qu'il demandait, c'était d'être aimé. Des associations et militants se sont mobilisés autour de l'affaire, exigeant une réforme des procédures d'évaluation pour les adoptions. L'affaire est devenue un symbole, non seulement de cruauté individuelle, mais d'un échec systémique. Et ainsi, tandis que le minuscule cercueil de Leyland descendait lentement dans la terre, près d'une pierre tombale où l'on pouvait lire « Parti mais jamais oublié », un mouvement naissait, alimenté par la colère, la tristesse et l'espoir désespéré qu'aucun autre enfant n'ait jamais à subir un tel destin. Que feriez-vous si vous voyiez les signes, mais que personne d'autre ne semblait réagir? Que diriez-vous si le système vous demandait d'avoir confiance alors que votre instinct criait le contraire? Leyland James Corkill n'avait qu'un peu plus d'1 an. Il n'a jamais appris à parler, n'a jamais eu la chance de courir ni de rire avec des camarades à l'école. Il n'a jamais fêté son 2e anniversaire. Il n'a pas eu le temps de grandir. Ce qu'il a eu, c'est un foyer qui l'a trahi, un système qui l'a ignoré et un matin de trop qui n'aurait jamais dû exister. Sa mort n'est pas seulement une tragédie, c'est un avertissement. Nous devons prêter attention aux signes. Nous devons exiger davantage des systèmes qui prétendent protéger et nous devons nous rappeler que l'amour, le vrai, ne se limite pas à des mots. Il se prouve, chaque jour, par des actes, à ceux qui l'ont aimé en famille d'accueil, à la mère qui n'a jamais cessé d'espérer son retour et à chaque enfant encore pris dans les failles d'un système brisé, cette histoire leur est dédiée. Le prénom de Leyland est désormais gravé sur une pierre où l'on peut lire « Parti, mais jamais oublié ». Faisons en sorte que ces mots soient vrais. Disons son nom. Partageons son histoire. Luttons pour les enfants qui ne peuvent pas encore parler pour eux-mêmes, car la seule chose plus terrible que la mort d'un enfant, c'est que personne n'en tire de leçon. Merci de votre écoute. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Que le monde se souvienne de Leyland James Corkill, non pas pour la manière dont il est mort, mais pour combien sa vie comptait.